Pour la première fois en plus de 3 ans, le dirigeant américain s'est entretenu de vive voix avec son homologue iranien, le président Barack Obama s'est entretenu en téléphone cet après-midi avec Hassan Rouhani. J'en discute avec le professeur de sciences politiques Sami Haroun. Sami Haroun, bonjour. Bonjour. Alors, qu'est-ce que signifie cet appel? Eh bien, on a besoin des deux personnalités quand même assez influentes dans leur propre régime, M. Obama et M. Rouhani, de faire un rapprochement. Le mandat de M. Rouhani va donner beaucoup de crédibilité et de sens si jamais il peut aller dans la confrontation ou la rhétorique excessive comme son prédécesseur, le président Medvedev. De même côté, M. Obama a articulé toute sa diplomatie et sa vision du Moyen-Orient sur l'endiguement de l'Iran, mais en même temps à éviter une confrontation directe et pourtant il fallait aller dans les passerelles du dialogue. À ce moment, M. Obama et M. Rouhani ont une convergence d'intérêts de s'ouvrir l'un pour l'autre. Et qui a pris l'initiative de cet appel? Cela, peut-être les deux avaient l'intention de le faire, mais il fallait peut-être qu'aucun apparaisse comme celui qui fait des compétitions à cause des complexités domestiques chez eux. M. Obama, il a un regard critique et qui lui vient soit de son parti démocratique, soit surtout des rivaux républicains qui voient dans l'Iran un ennemi absolu. Tandis qu'on se comprend que M. Obama a convaincu l'opinion publique américaine d'aller éviter la guerre, même à la faire tomber comme une option, et garder la pression diplomatique et le dialogue. Et M. Rouhani, on le sait bien, il a le guide, M. Khamenei, qui est vraiment le leader le spécialiste dans le système iranien. Mais M. Rouhani a été élu justement avec un mandat de mettre fin à l'encerclement économique, surtout et politique de l'Iran et ouvrir un dialogue avec Washington. Et maintenant, on est devant les prémices. Mais est-ce que ce dialogue va porter loin? Est-ce qu'il sera apporté dans quelques mois? C'est difficile à prévenir, mais il y a un intérêt profond et substantiel des deux puissances à se rencontrer et affiner leur vision du Moyen-Orient. Alors, rappelez-nous, Sami Haroun, pourquoi depuis 30 ans, les diplomaties, enfin les présidents des deux pays ne se sont pas parlé? Parce que dans le premier moment, le régime iranien, surtout il est théocratique et des moulins, la révolution Khomeini, a pris les États-Unis comme le grand savant. Et il voulait avoir des concessions pour l'expansion de la puissance iranienne dans son voisinage et surtout, certainement, défendre la survie du régime iranien Khomeini. Et de la part des États-Unis, il y avait toujours une crainte que l'Iran joue un rôle perturbateur sur le cheminement du pétrole dans la région du Golfe. Mais une fois après, dans les dernières décennies, surtout après le 11 septembre 2001, on voit une convergence entre la politique iranienne et américaine. Ils avaient à éliminer des ennemis communs, notamment en Afghanistan, Saddam Hussein, le président irakien, mais pas après, les Iraniens ont demandé un peu plus de la part du gâteau, ce que les Américains ne voulaient pas, ils voulaient les endiguer dans le cadre de l'Arc du Mal. Et aujourd'hui, on voit que la politique iranienne n'arrive pas à s'imposer ni en Irak, ni en Syrie, ni en Palestine israélienne, et surtout les alliés des Américains sont l'Arabie Saoudite ou la Turquie craignent une expansion iranienne excessive, et on est en train maintenant de voir quelles sont les possibilités de la sortie de crise par le dialogue et non pas par la confrontation militaire directe. Alors, j'imagine que vous allez suivre avec grand intérêt la suite de ces développements dans les relations États-Unis-Iran. Sami Haroun, professeur de sciences politiques, vous enseignez à l'Université de Sherbrooke. Merci. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Bonjour. Nous allons parler de Resolute qui supprime des emplois. Combien?
de 90 à 150. Alors, on verra ce que les employés vont décider parce que Produits Forestiers Résolu a placé ses 360 employés de Bécomo face à une situation extrêmement difficile et pénible. On leur demande d'importantes concessions. Deux options leur sont présentées. Un changement d'horaire de travail et la perte de 90 emplois. Aussi, le changement d'horaire n'est pas accepté. La fermeture d'une des 3 machines à papier et l'abolition de 150 postes. Alors, les travailleurs vont se prononcer sur ces options la semaine prochaine. Produits Forestiers Résolu explique cette nationalisation par la chute des ventes du papier journal de 7% depuis un an. Donc, une décision cruciale pour les gens de quand même impact important pour l'économie de l'économie. Absolument. Création d'emplois notamment, par contre, création d'emplois à des rappels, des emplois de qualité aussi. Absolument, c'est la société française Aerolia qui s'installe à Mirabel, au nord de Montréal, sur les installations d'ADR, Aéroport de Montréal. Aerolia est une filiale de EADS, qui est le propriétaire d'Airbus. Et c'est aussi le premier fabricant français de structures aéronautiques. Aerolia va assembler le fuselage central des avions d'affaires Global 7000 et Global 8000 de Bombardier. Aéroport de Montréal dit offrir à Aerolia un immeuble clé en main grâce à un investissement de 10 millions de dollars. 150 emplois sont créés. Pierre Moscovici, le ministre de l'Économie et des Finances de France, était sur place, tout comme Pauline Marois, la première ministre du Québec. Et puisqu'on parle d'aéronautique, Bombardier pourrait avoir trouvé le client de lancement de la plus grande version de son avion C-Series. Lion Air, un transporteur indonésien en forte expansion, prépare l'achat d'1 millier de nouveaux avions d'ici 3 ans, dont plusieurs CS-300 de Bombardier, l'appareil à 130, 135 places. Bombardier confirme que des négociations sérieuses sont en cours. Les dirigeants de Lion Air ont même visité les installations de Bombardier à Mirabel cette semaine. Bombardier souhaite récolter 125 commandes fermes supplémentaires d'ici la commercialisation du C-Series qui est prévue dans un an. Et parlons des marchés. On termine la semaine à la lumière de ce qui s'est passé au cours des dernières semaines, c'est-à-dire toujours dans l'incertitude. Il n'y a pas longtemps, c'était face à la Fed. Là, c'est davantage les discussions budgétaires entre républicains et démocrates à Washington. Autre journée de recul du côté américain. Le Dow Jones a perdu 71 points, le Nasdaq 6 points, le S&P 500 7 points. Semaine négative à New York. Le TSX se sauve avec un petit 2 points aujourd'hui. Le dollar canadien est à 97 cents américains, presque 72 centimes d'euros, 136 l'once d'or, 102, 108,39 pour le baril de pétrole qui est en recul aujourd'hui. Et BlackBerry a confirmé ses pertes. Ça ne va vraiment pas bien. Non, ça ne va pas bien. Celle-ci, l'action est en hausse de 4 cents aujourd'hui. C'est la première pause de la semaine. BlackBerry qui avait prévenu ses actionnaires il y a quelques jours une perte monstre. C'est ce qu'on a confirmé. 965 millions de dollars de perte nette au deuxième trimestre. 4 fois les pertes enregistrées à la même période un an plus tôt. Les revenus ont chuté de moitié parce que les téléphones Z10 sur lesquels BlackBerry misait pour assurer sa relance n'arrivent pas à séduire les consommateurs. BlackBerry a d'ailleurs peu d'espoir de vendre les dizaines de milliers de téléphones qui accumulent la poussière dans les stocks de l'entreprise. Et puis le déficit du gouvernement fédéral est en hausse. Le manque à gagner pour le mois de juillet, vous le voyez, 2 milliards de dollars, c'est 600 millions de plus que pour le même mois en 2012. Et d'avril à juillet, donc les 4 premiers mois de l'exercice, 4 milliards 500 millions de déficit. La prévision de déficit pour 2013-2014 est de 18 milliards 700 millions. Et Brigitte, on vient tout juste d'avoir les données pour le Québec. Le Québec, on vient tout juste d'avoir l'information sur le sommaire des opérations budgétaires également d'avril à juin. Alors, on est dans un déficit actuel là, de presque 1 milliard 800 millions dans l'exercice financier. Je vous rappelle que le Québec prévoit le déficit zéro pour cet exercice 2013-2014. Certainement pas des nouvelles qui sont réjouissantes. Absolument pas. Merci. Ce soir, qu'est-ce que vous nous proposez? Pierre Moscovici, est-ce que la France est en austérité? La France a-t-elle raison de miser encore sur l'austérité? M. Moscovici, dans plusieurs entrevues, dit non, ce n'est pas de l'austérité. On va lui poser plusieurs questions sur cette question ce soir. Et François Lambert est notre mentor de la semaine. Il répond à la question, est-ce qu'on doit miser, comme pour un entrepreneur, sur une seule gamme de produits ou diversifier son offre? Votre hypothèse? Je laisse François Lambert répondre. C'est lui l'expert. Très bien, merci. Au revoir. Au revoir.